Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce webinaire Pouce après pouce, libérons le sol de l'asphalte. Merci d'être là avec nous ce midi. Je me présente, je m'appelle Raphaël Dufresne, je suis coordonnatrice de projet en adaptation au changement climatique et résilience des communautés au Centre d'écologie urbaine. Tout d'abord, là, vous venez de l'entendre, le webinaire est enregistré puis sera accessible sur YouTube par la suite, juste vous prévenir. Puis le lien du webinaire va être envoyé par courriel aux participantes et participants par la suite. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Une petite présentation du déroulé. On va commencer par une brève présentation du Centre d'écologie urbaine puis du projet Sous les pavés. Ensuite, présentation de pourquoi s'attaquer aux surfaces imperméables en ville. Pour enfin vous présenter ce qui nous amène aujourd'hui à se rassembler, des 6 étapes pour libérer le sol de l'asphalte. Comment réussir à nous-mêmes à peut-être réaliser des projets de déminéralisation et de verdissement sur nos propres terrains. Quelques exemples inspirants, puis ensuite des bonnes pratiques et des pièges à éviter. On va réserver une période d'échange sous forme de questions pour terminer le webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser la section Q et R pour poser vos questions, puis on va prendre le temps de répondre, on l'espère, à toutes vos questions à la fin de la petite présentation. Alors, qu'est-ce que le Centre d'écologie urbaine? C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1996 par des citoyens et citoyennes qui étaient engagés et qui souhaitaient transformer leur propre communauté de manière durable. Donc, le Centre, maintenant, propose des pratiques, des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. On collabore avec des communautés, des municipalités un peu partout au Québec, mais aussi des partenariats nationaux et internationaux. On travaille à développer le pouvoir d'agir des citoyens et citoyennes, à augmenter les capacités finalement des communautés, des municipalités québécoises à agir tous ensemble pour accélérer la mise en œuvre de solutions pour des villes à échelle humaine, durables, puis résolument engagées dans la transition socio-écologique. Qu'est-ce que le projet Sous les pavés qui nous rassemble aujourd'hui pour ce webinaire-là? Sous les pavés, c'est un projet qui a été lancé en 2017 puis qui vise à déminéraliser à la main, de manière participative, des espaces publics ou communautaires un peu partout au Québec, puis qui porte une attention particulière aux milieux de vie qui sont plus vulnérables aux effets de l'eau de chaleur. C'est un projet qui veut engager les communautés, les citoyennes, citoyens à adopter des pratiques inspirantes d'adaptation au changement climatique. Puis, depuis 2017, c'est 35 différents projets, différents sites qui ont vu le jour partout au Québec à travers un processus participatif. En tout, c'est plus de 5700 mètres carrés d'asphalte qui ont été retirés, soit l'équivalent d'un terrain de football canadien. On parle de plus de 1500 arbres et arbustes qui ont été plantés sur les différents terrains, avec plus de 6630 vivaces. Les différents projets contribuent encore aujourd'hui à détourner chaque année environ 8865 mètres cubes d'eau des égouts pluviaux, soit l'équivalent de 3 piscines olympiques chaque année environ. Puis, ça appuie à détourner des différents cours d'eau des polluants. On parle d'environ 1500 kg de polluants qui sont les plus fréquemment mesurés dans les eaux pluviales grâce aux aménagements verdiers. Puis tout ça, c'est fait à travers des processus participatifs qui impliquent des bénévoles. C'est plus de 3100 bénévoles qui ont fourni environ 9000 heures de travail pour nous aider à réaliser les sites. Ça représente plus du nombre d'heures qu'on retrouve dans une année complète. Donc, définitivement, beaucoup de personnes et beaucoup d'heures d'implication afin de verdir des différents milieux de vie. La déminéralisation participative, puis le projet Sous les pavés plus spécifiquement, ça permet non seulement de réduire les surfaces imperméables, mais aussi de sensibiliser les citoyennes et les citoyens, les élus aux différentes questions d'adaptation au changement climatique. On crée des nouveaux espaces qui sont plus conviviaux, qui permettent de mobiliser les communautés, puis à créer des liens entre les individus. C'est un projet qui est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action Climat Québec, qui est un programme coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable, puis qui découle du plan pour une économie verte. Puis le déploiement des programmes dans les différentes communautés est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Banque TD dans le cadre de la promesse TD Prêt à agir. Pourquoi s'attaquer aux surfaces imperméables en ville? Tout simplement parce qu'elle joue un très grand rôle dans les problèmes qu'on perçoit, qu'on vit aujourd'hui, comme des inondations, des vagues de chaleur en milieu urbain. On en retrouve souvent. Les surfaces imperméables, c'est une surface en fait qui laisse pas passer l'eau, comme on peut le comprendre par
le moins perméable, mais on peut penser à asphalte, à béton, au pavé. C'est à ce moment-là que l'eau va pas nécessairement s'infiltrer, mais plutôt glisser sur la surface. En ville, ces surfaces-là sont un peu partout, qu'on pense aux rues, au stationnement, aux toits, aux trottoirs. Résultat, c'est des espaces verts qui sont remplacés par des surfaces imperméables. Donc, ces espaces verts-là qui étaient naturels viennent disparaître dans les milieux urbains, puis ça fait en sorte qu'on perturbe un cycle plus naturel, plus normal de l'eau. On le voit ici, dans la nature, quand il pleut, le sol, les plantes absorbent une bonne partie de cette eau-là, un peu comme une grosse éponge. Dans un milieu naturel, environ 50 de l'eau de pluie va s'infiltrer dans le sol, alors que seulement 10 s'écoule vers les rivières. En ville, par contre, avec les surfaces imperméables, c'est l'inverse. Jusqu'à 55 de l'eau va ruisseler sur le sol au lieu de s'infiltrer, puis environ 15 va entrer directement dans le sol, puis ça cause des problèmes bien réels, bien courants, malheureusement. Avec les changements climatiques, le sud du Québec voit de plus en plus d'épisodes de pluie intenses. Combiné à tout ça, le béton, l'asphalte, bref, les surfaces imperméables, ben, on obtient régulièrement des inondations, des débordements d'égouts, des surverses qui sont malheureusement de plus en plus fréquents. Ces surfaces imperméables-là contribuent aussi à ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. En plein été, c'est des surfaces qui vont emmagasiner beaucoup de chaleur, qui peuvent faire grimper la température jusqu'à environ 12 degrés de plus que si on compare à un parc ou une zone verte qui est voisine. Puis cette chaleur, ben, pèse très lourd, en fait, surtout pour les personnes plus vulnérables. On peut penser aux personnes aînées ou encore des personnes qui sont à plus faible revenu ou bien d'autres différents communautés qui sont bien affectées par les effets des îlots de chaleur. Puis parmi d'autres effets néfastes de la minéralisation des milieux urbains, on peut penser à différents effets indésirables sur la santé, comme l'augmentation de certaines maladies cardiovasculaires, mais aussi une perte de biodiversité. Puis on le disait, ben, les événements extrêmes qu'on voit dans les dernières années vont ne serait-ce qu'augmenter, puis ça confirme l'urgence d'agir, l'urgence de passer à l'action. Les vagues de chaleur, les fortes pluies sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, puis ont des impacts réels sur notre santé puis notre qualité de vie. Puis la bonne nouvelle, ben, c'est qu'il existe des solutions. À chacun, chacune, à notre échelle, on peut faire une différence en déminéralisant, en verdissant certains de ces espaces extérieurs qui ont été transformés puis imperméabilisés. Quelques données, selon un sondage effectué auprès de la population québécoise qui réside en milieu urbain ou périurbain, 72 des répondants ou des répondantes estiment que la minéralisation des centres urbains est un enjeu important au Québec. 32 affirment qu'il y a trop d'espace asphalté dans le quartier ou le secteur qui entoure leur domicile. Puis 81 se disent affectés par des îlots de chaleur. 46 vont même jusqu'à exprimer qu'ils le sont assez, voire beaucoup. Donc, ça montre l'importance de passer à l'action puis d'agir à l'échelle qui nous est accessible. Alors, voilà, on est dans une période estivale qui commence finalement. Plusieurs personnes réfléchissent à l'aménagement de leur plate-bande, de leur cours, de leur jardin pour la belle saison. Puis c'est dans ce contexte-là que le Centre d'écologie urbaine invite les Québécois et les Québécoises à participer au défi pouce après pouce en troquant chez eux un coin d'asphalte ou de pavé contre un îlot de verdure. Ça peut être une partie de votre cour, une partie d'un stationnement, une allée, peut-être même une ruelle, etc. Donc, différents espaces qui sont asphaltés, qui sont disponibles à être déminéralisés. D'ici le 15 juillet, toute la population est invitée à participer au défi en publiant sur les réseaux sociaux des photos avant-après de la transformation de l'espace. Pour participer et courir la chance de gagner l'une des 3 cartes cadeaux de 100 à dépenser dans une pépinière locale, il suffit de taguer le compte de Sous les pavés et utiliser le hashtag qui sont à l'écran afin être admissible au concours. Puis il existe aussi sur notre page web un formulaire. Vous pouvez directement publier vos photos à la place de passer par les réseaux sociaux si vous souhaitez. Comment faire ça, passer à l'action, puis donc comment être admissible à participer au concours. On vous présente les 6 étapes pour réaliser un projet de déminéralisation puis transformer un espace asphalté pavé en espace vert.
Première étape essentielle, planifier son projet comme il faut. On peut penser à plusieurs endroits, mais il y a quand même vraiment une étape importante de bien planifier son projet, s'assurer là, qu'on a toutes les cartes en main avant de passer à l'action. On commence par identifier l'espace, la surface qu'on voudrait dépaver. On veut voir s'il y a une réglementation, des autorisations qui sont nécessaires auprès de la municipalité. Donc, ça peut être de contacter là, les services publics de votre municipalité pour avoir des informations à ce niveau-là. On peut aussi contacter Info Excavation. Il y a une page web là, qui est disponible pour directement faire les recherches auprès d'eux afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conduite de gaz, d'eau, d'électricité, etc. sous la surface asphaltée avant d'aller retirer le pavé ou l'asphalte puis de creuser ensuite. On peut prendre effectivement aussi le temps d'observer le terrain, s'assurer que les plantations d'arbres ou d'arbustes vont respecter toutes les distances sécuritaires, soit par rapport aux fils électriques ou aux fondations. Ça permet ensuite de définir vos besoins, vos envies, pas à dépaver ou déminéraliser un espace qui est trop gros, choisir vraiment l'espace nécessaire. Puis, ben, quand même aussi d'y aller de manière ambitieuse. Donc, trouver le bon équilibre selon vos besoins puis vos envies. Puis, à ce moment-là, ben, pensez aussi au temps puis à l'énergie que vous allez pouvoir investir à entretenir le nouvel espace verdi puis adapter le projet en conséquence afin que ça réponde bien à vos besoins. Se préparer au retrait du revêtement, ben, c'est la deuxième étape importante. Donc, ça va être le temps de déterminer si vous pouvez vous-même retirer l'asphalte ou les pavés, ou si c'est plus intéressant, important même de faire appel à des professionnels. On peut avoir alloué du matériel dans un magasin de bricolage, de jardinage ou même un endroit de location d'outils. Ce qu'on peut recommander, c'est que si vous sentez que vous avez toutes les connaissances pour utiliser le matériel, ben, peut-être que vous pouvez le faire vous-même. Mais si c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous, ben là, peut-être que c'est mieux de faire appel à des professionnels. Ensuite, on prépare la zone de travail. On peut peut-être avoir besoin de mettre des barrières de sécurité. Ça dépend toujours de l'espace. Puis, on s'assure d'avoir tout le matériel de sécurité nécessaire, des gants, masques, lunettes, casques, etc. Puis, on peut ensuite arroser légèrement l'asphalte pour limiter la poussière lorsqu'on va casser ou découper l'asphalte. Ça va faciliter le travail par la suite. C'est maintenant le temps de retirer la surface imperméable. Si on parle de pavé, à ce moment-là, on peut peut-être utiliser un extracteur de pavé ou un pied de biche pour les soulever un à un. Pour l'asphalte, ben là, si c'est très épais, on parle de peut-être environ 5 cm et plus, ben, il va falloir utiliser de la machinerie, peut-être comme un marteau-piqueur puis une scie à béton pour les briser en morceaux plus petits, puis transporter ensuite à la main les morceaux. Ça peut être fait sur des petites surfaces avec un brise-asphalte manuel ou un levier, mais lorsqu'on est sur des plus grandes surfaces avec un asphalte qui est plus épais, à ce moment-là, comme je disais, c'est peut-être l'occasion de faire affaire à des professionnels pour utiliser de la machinerie adéquate. On prend ensuite une pelle, différents outils de ce type-là pour ramasser les résidus d'asphalte ou de pavé. Puis si c'est le cas, ben, on retire la couche de gravier qui est présente sous l'asphalte ou les pavés pour ensuite prendre tous les matériaux et aller les porter à l'éco-centre. On est maintenant rendu avec un espace là, qui est comme un trou où on a retiré l'asphalte, on a retiré le gravier. C'est maintenant le temps de s'assurer là, qu'on va avoir un sol de bonne qualité pour planter différents végétaux, puis qu'on va donner toutes les chances là, de survie puis de pousse là, à nos différents végétaux. On peut commencer par aérer le sol qui était sous la surface asphaltée ou le gravier à l'aide d'une fourche, d'une pioche. Ensuite, ajouter du terreau et du compost là, selon ce que vous pouvez obtenir puis les recommandations afin d'avoir un sol qui est bien riche. Puis, on peut faire ensuite quelques tests pour s'assurer que c'est bien aéré puis que le sol permet de bien à l'eau de pénétrer pour pas que ça fasse une eau qui est stagnante ensuite. C'est maintenant le temps de végétaliser l'espace. On peut commencer par penser à l'aménagement qu'on veut faire. On va choisir des plantes qui sont indigènes, qui sont résistantes aux conditions locales. Pour ça, on peut regarder les zones de
humidité. Si vous connaissez pas ça, bien, il y a plusieurs ressources en ligne qui sont disponibles et des bons conseils en pépinière pour trouver les bons végétaux qui sont adaptés là, au climat puis aux différentes saisons chez vous. On privilégie des aménagements aussi qui vont favoriser l'infiltration de l'eau, vu qu'on est dans un contexte de déminéralisation, c'est toujours souhaité. Puis, pensez, comme on le disait à la première étape, à choisir des végétaux qui sont bien adaptés au niveau d'entretien que vous souhaitez pour votre nouvel espace. Si vous voulez un espace qui demande peut-être un peu moins d'entretien, ben on choisit des végétaux qui sont en conséquence. Puis, si on veut quelque chose où on est prêt à mettre beaucoup de temps, puis ça nous amuse de travailler dans notre jardin, ben là, on peut mettre des végétaux qui nécessitent un petit peu plus de temps. Puis, on peut prévoir aussi d'ajouter du paillis pour aider la rétention d'humidité là, par la suite. À ce moment-là, je peux aussi vous donner quelques recommandations, comme choisir des végétaux qui vont attirer les pollinisateurs ou encore les papillons. Donc, dans une perspective là, de biodiversité, toujours très intéressant de faire ce type de choix-là. Et enfin, on arrive à la dernière étape importante là, dans nos 6 étapes pour préparer notre nouveau site, l'entretien de notre nouvel espace verdi. Donc, c'est sûr que les premiers mois, ça va être important d'être très attentif ou attentif, d'arroser régulièrement les plantes qu'on va avoir ajoutées, favoriser leur enracinement. Selon aussi ce que vous avez planté, on peut obtenir des recommandations là, dans des pépinières pour peut-être venir amender le sol, rajouter de l'engrais, ou du compost là, à différentes étapes, à différents moments dans la belle saison. Puis pensez à utiliser des techniques écologiques pour faire cet entretien-là, puis pour nourrir le sol et les végétaux dans le temps. Puis ben, partagez votre expérience, puis inspirez peut-être votre voisinage à faire la même chose. Donc, on est parti pour un premier site, mais on peut toujours encourager les autres à en faire également. Quelques petits exemples inspirants rapidement. Sur différentes photos, on peut voir bon, des allées en dalles dans une entrée, on peut penser à des jardins de pluie, on peut ajouter des espaces fleuris pour attirer les pollinisateurs. On pourrait peut-être refaire une partie du stationnement pour qu'il soit plus éco-responsable. On peut alors penser à des revêtements comme des pavés alvéolés, végétalisés. On peut même réutiliser des bordures pour faire des bordures, différents pavés qu'on aura retirés de notre espace ou des morceaux d'asphalte pour faire les contours de la plate-bande. On peut aussi installer un baril récupérateur d'eau de pluie afin de s'assurer là, d'utiliser l'eau de pluie et peut-être un peu moins l'eau qui est fournie par la municipalité. Quelques bonnes pratiques et pièges à éviter. C'est sûr que ça peut paraître assez simple, on présente ça en 6 étapes, mais bon, il y a quand même des étapes importantes, puis s'assurer qu'on respecte les bonnes pratiques, puis on va éviter des erreurs plus courantes là, en suivant ces bons conseils-là. Il y a plusieurs choses qui sont assez simples, des fois, il faut juste pas tomber dans un petit piège. Dans les bonnes pratiques, euh, c'est très important de bien planifier les actions de déminéralisation avant de commencer, qu'on observe la qualité du sol sous la surface, que si le sol est très compacté ou sec, il faut l'aérer, il faut privilégier de faire les dépavages au printemps ou à l'automne. Il faut s'assurer là, d'avoir un sol qui est de bonne qualité. Donc, vraiment, la planification est essentielle pour ce type de projet. Ensuite, il faut éviter les zones trop proches de structures. Donc, éviter un espace qui est trop près des murs, des fondations, soit de votre maison, du voisin. Le retrait d'asphalte peut entraîner quand même des risques là, de mouvement de sol qui pourraient affecter la stabilité de structure. Donc, assurez-vous de respecter une distance d'au moins 50 cm. Puis, si vous avez besoin de conseils, mais il y a plusieurs bons professionnels qui peuvent vous aider, vous donner des bons conseils ou même vous aider à réaliser les aménagements de manière sécuritaire pour avoir l'esprit tranquille lorsqu'on fera le nouvel aménagement verdi. Favoriser l'infiltration de l'eau. Donc, dans votre aménagement, pensez à avoir des zones qui sont bien perméables, pardon, comme un jardin de pluie ou des plates-bandes qui sont légèrement en creux, qui vont permettre de capter l'eau puis la retenir. Ça va aider à réduire le ruissellement puis favoriser la santé de vos plantes. Puis aussi, assurez-vous que dans la façon dont l'eau va circuler, bien, ça soit vers les végétaux et non pas vers les fondations de votre maison, par exemple.
Si vous souhaitez ajouter un revêtement pour limiter l'entretien, que ce soit du pavé, par exemple, ou peut-être du gravier, mais assurez-vous que ça soit bien drainant pour permettre l'eau de pénétrer dans le sol, puis que ça soit de manière adéquate pour les végétaux, puis non pas vers les fondations du bâtiment. Améliorer la qualité du sol. Donc, une fois la surface qui a été libérée de son revêtement, ça faisait peut-être plusieurs années que ce sol-là était compacté sous de l'asphalte et du gravier. Donc, assurez-vous d'avoir un terreau qui est de qualité, peut-être qui est nourri avec du compost pour que ça soit un sol qui est bien fertile puis qui a une capacité à retenir l'humidité. Ça peut être en utilisant une fourche, un fourche ou une pioche pour vraiment bien le décompacter puis que l'air et l'eau circulent bien dans le sol avant d'ajouter du terreau de plantation ensuite. Réutiliser les matériaux qui ont été retirés. Je le soulignais dans les exemples, ça peut être intéressant de donner une seconde vie aux pavés ou aux pierres qui ont été retirées lors du dépavage. Vous pouvez les utiliser pour créer des bordures, des sentiers, des zones de repos, un espace où s'asseoir. Ça réduit les déchets qu'on envoie à l'éco-centre, mais ça limite aussi les coûts associés à cela ou au nouvel aménagement. Puis ça donne aussi un espèce de caractère là, à votre nouvel espace. Quelques pièges à éviter maintenant. Il faut s'assurer de bien vérifier les infrastructures souterraines et aériennes. On soulignait l'importance de contacter Info Excavation, donc je le rementionne, pour vous assurer qu'il n'y a pas de conduite de gaz, d'eau ou d'électricité sous la surface. Retirer des pavés ou de l'asphalte, creuser le sol sans faire cette vérification-là peut causer des dommages importants, puis vous allez en être responsable si vous ne faites pas les vérifications au préalable. Puis, selon votre municipalité, il peut même être également nécessaire de faire une demande directement auprès de celle-ci pour compléter toute l'information. Une des choses qu'en faisant vos recherches, vous trouviez qu'il n'y a pas d'enjeu, puis vous pouvez passer à l'action puis installer votre nouvel aménagement verdi, mais il faut simplement prendre le temps de vérifier, puis peut-être que ça va faire en sorte qu'on va choisir une parcelle au lieu d'une autre lorsqu'on choisira où on va faire notre espace verdi. Il faut aussi observer le terrain pour regarder ce qu'il y a en aérien, puis s'assurer que la nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes va respecter toutes les distances qui sont sécuritaires par rapport aux différents fils électriques ou fils de multimédia. Consultez les différents conseils de Hydro-Québec pour vous aider dans ces choix-là. Il y a différentes ressources qui sont disponibles en ligne pour vous assurer là, de faire des choix éclairés. C'est aussi important de s'assurer de ne pas retirer trop de surface minéralisée. Ça peut être un petit piège. Il faut adapter votre projet à votre contexte et à vos usages. Par exemple, peut-être que vous souhaitez conserver une place de stationnement, mais vous en avez deux, trois, puis vous souhaitez agir sur seulement une des parcelles, bien, gardez l'espace qui est nécessaire pour vous. Peut-être que c'est que l'espace de stationnement est très grand, trop par rapport à votre besoin, puis vous enlevez une bande sur un côté. Peut-être que vous avez aussi envie ou le souhait de conserver un sentier pour accéder à un espace précis dans votre cours. C'est tout à fait important de respecter ces besoins-là pour pas que le nouvel espace ne corresponde pas à vos besoins. Vous pouvez aussi vouloir laisser une bordure de pavé pour structurer les plaques-bandes, structurer les zones végétalisées. Donc, prenez le temps de bien penser votre espace, puis à réfléchir à comment vous voulez que ce réaménagement, disons, de votre cours corresponde là, à vos usages selon les différentes saisons. Un autre piège, ben, choisir les mauvais végétaux. Puis ça peut vouloir dire plusieurs choses. On le mentionnait, c'est important de choisir des plantes qui conviennent bien aux conditions locales. Donc, on va penser à des plantes qui sont plus indigènes puis qui sont bien adaptées au climat, disons, du sud du Québec. À l'ensoleillement aussi de votre terrain, de votre espace précisément où vous allez ajouter un espace verdi. Est-ce que c'est complètement à l'ombre, un peu ensoleillé ou en plein soleil? Mais ça va faire en sorte qu'on va choisir des végétaux différents. Puis, regardez aussi les besoins en eau de votre jardin. Est-ce que c'est un espace qui reçoit de l'eau de pluie? Est-ce qu'il y a une gouttière qui est pas loin, qui envoie de l'eau? Donc, ça aussi, ça va faire en sorte qu'on va penser aux végétaux en conséquence. Il faut aussi penser à des végétaux qui correspondent à l'entretien souhaité. Je l'ai déjà souligné. Il faut s'assurer de choisir des végétaux qui vont soit demander peu d'entretien si c'est votre souhait, ou encore si vous avez envie là, de y mettre plus de temps, mais vous pouvez choisir quelque chose qui demande un petit peu plus de temps ou de manière plus régulière. Puis les végétaux, on doit s'assurer que les racines ont vraiment assez d'espace pour se développer, que ça va pas se compacter puis endommager les structures comme les fondations autour.
Il y a certaines essences d'arbres qui sont même interdites dans différentes municipalités. Donc, prenez le temps de vous informer auprès de la vôtre pour être sûr de faire des choix éclairés. Ne pas aérer le sol avant la plantation, c'est aussi un piège là, lorsqu'on pense à préparer notre terrain. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir un sol qui est bien aéré lorsqu'on aura retiré les différentes surfaces minéralisées comme l'asphalte, le pavé, le gravier, pour permettre là, l'espace dont je viens de parler, pour que les racines puissent bien descendre dans le sol puis s'enraciner bien en profondeur. Lorsqu'on a des petites vivace, c'est peut-être pas un gros impact, mais lorsqu'on est rendu à planter un arbre à petit, moyen, grand déploiement, il faut vraiment s'assurer d'avoir un sol là, assez profond qui va permettre à l'arbre de prendre l'espace nécessaire pour tout son système racinaire. Un autre élément très important, anticiper l'évacuation des matériaux, que ce soit pavé, asphalte, gravier ou tout autre matériau là, que vous allez retirer de votre espace. Ben, on peut penser à aller les porter à un éco-centre ou un centre de recyclage. Si vous les laissez sur place, ben, ça peut être un peu dans votre espace, un peu dérangeant. C'est pas nécessairement très joli non plus. Vous pouvez en garder une certaine partie, comme je disais, pour les intégrer dans l'aménagement. Mais les laisser sur place de la mauvaise façon, ça peut aussi créer différents risques pour l'environnement. Donc, s'assurer de prévoir tout ça, que ce soit en prévoyant un véhicule pour les déplacer, contacter différents éco-centres ou centres de recyclage pour trouver le qu'est-ce qui est possible de faire dans votre municipalité. Et enfin, le dernier petit piège qu'on souhaitait mentionner, ben, c'est de peut-être réaliser soi-même des travaux qui sont plus techniques si vous n'avez pas l'expérience. Il se peut que certaines personnes aient l'expérience nécessaire pour réaliser toutes les étapes liées à une déminéralisation puis à un verdissement. Par contre, si vous n'avez pas d'expérience avec l'utilisation d'un marteau-piqueur ou d'une scie à béton, ce qui peut quand même être le cas, ben c'est des étapes qui sont plus techniques puis qui comportent des risques. Donc, si on souhaite avoir une expérience qui est sécuritaire, qui est efficace, mais à ce moment-là, faites appel à un professionnel ou une professionnelle pour manier à votre place ce type d'équipement. Donc, c'est sûr qu'il y aura un petit coût associé à faire appel à des professionnels, mais au moins, ça sera de réaliser toutes ces étapes-là de manière bien sécuritaire. On arrive maintenant à la période de questions. Donc, comme je soulignais, on vous invite à écrire toutes vos questions dans la section Q&R pour qu'on puisse y répondre de vive voix. Je vous laisse commencer à rédiger les différentes questions. Puis, pendant ce temps, je vais commencer par une première question qui vient d'être envoyée par Louise. Ma terrasse est installée sur une grosse dalle de béton. L'eau de pluie s'accumule sous la terrasse et cet espace a tendance à rester humide. Avez-vous des conseils pour améliorer cette structure sans avoir à démolir ma terrasse? Euh, je relis juste pour être sûre. C'est sûr que sous une terrasse, là, il n'y a pas énormément de soleil qui se rend, si je comprends bien comment votre espace est fait. Puis malheureusement, comme il n'y a pas de soleil, ça serait difficile d'ajouter des végétaux, mais il y aurait peut-être moyen quand même d'ajouter soit ce qu'on appelle du paillis, mais pas nécessairement un paillis de cèdre, là, mais plus du bois raméal fragmenté qui viendrait absorber un peu l'humidité ou peut-être là, les flaques d'eau qui se retrouvent sous la terrasse, puis que ça pourrait là, aider à ce que ça soit un petit peu plus confortable là, si vous avez besoin de vous y rendre. En espérant que ça correspond bien à votre question. J'y vais avec une autre question. Quelles seraient les différentes étapes pour faire un jardin de pluie sur son terrain? Euh, Assurément, c'est sûr qu'un jardin de pluie, il y a des questions assez techniques, puis selon les contextes, puis le site, il y a des étapes qui peuvent être différentes, puis des façons de le faire là, qui sont différentes. Un jardin de pluie, dans le fond, c'est un espace qu'on va végétaliser afin de conserver une partie de l'eau de pluie ou même une bonne partie de l'eau de pluie lorsqu'il y aura des averses ou des orages, puis que les végétaux, le sol, va utiliser vraiment son rôle d'éponge pour conserver puis infiltrer l'eau dans le sol. Puis ça permet de diminuer la quantité d'eau qui va être directement dirigée vers les infrastructures municipales comme les égouts.
Les façons de le faire doivent être vraiment adaptées à votre terrain, à votre site. On vous invite à consulter différents guides, puis peut-être faire appel à des professionnels là, pour réaliser ce genre de projet-là en toute sécurité. Un des risques là, serait que l'eau se dirige vers vos fondations, vers un sous-sol, par exemple. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien faire nos calculs puis le faire de manière sécuritaire. On peut notamment vous référer à un guide là, qui s'appelle le Guide de conception d'un jardin de pluie qui a été préparé par l'organisme de bassin versant Matapédia Ristigouche. Un guide qui est très complet et qui est disponible en ligne là, pour tous et toutes. Ça fournit des informations sur comment choisir un site, c'est quoi les tailles ou les dimensions qu'on devrait choisir pour l'espace, comment réaliser l'aménagement, quand on doit faire des calculs plus techniques, quand on peut y aller un petit peu plus de manière instinctive. De manière générale, il y a beaucoup de petits calculs à faire, puis c'est recommandé là, de voir si c'est des professionnels qui peuvent vous aider. Et l'organisme de bassin versant, Matapédia Ristigouche, offre du soutien pour les citoyens ou citoyennes qui veulent réaliser ce genre d'aménagement-là. Donc, on va vous partager dans le clavardage, si ce n'est pas déjà fait, le guide que je viens de vous mentionner, donc un guide de conception de jardin de pluie par l'organisme de bassin versant Matapédia Ristigouche. On a une autre question maintenant. Je vous invite, là, si vous en avez, allez-y, on a encore le temps d'y répondre. Où puis-je trouver des informations sur les bons végétaux qui sont intéressants pour les pollinisateurs et les papillons? Pour choisir les bons végétaux selon leur rôle écologique, là, si on veut vraiment avoir cette vision-là pour choisir nos végétaux, ça va aussi dépendre du type de sol, de l'ensoleillement, puis des disponibilités. Puis on peut regarder notamment, là, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles, mais un répertoire de végétaux qui est recommandé pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec. C'est une référence qui est vraiment très intéressante, puis encore une fois, on va le partager dans le clavardage. Il y a aussi Espace pour la vie qui propose des informations sur les plantes indigènes du Québec dans son carnet horticole et botanique. Encore une fois, on vous partage ça dans le clavardage. Puis ben là, en plus de, disons, cette première recherche-là que vous pouvez faire par vous-même, ben, assurément, si vous allez dans une pépinière ou dans un centre de jardinage, ben, les professionnels sur place vont pouvoir aussi répondre à vos questions puis vous diriger vers des choses qui sont intéressantes pour la biodiversité, que ce soit pour les papillons, les pollinisateurs. Pour les papillons, on pense souvent là, à l'asclépiade. Pour les pollinisateurs, on va penser à différents types de fleurs. Mais après ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire pencher un choix plus vers quelque chose ou vers quelque chose d'autre. Donc, assurez-vous de regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait être bien pour votre site, votre nouvel aménagement à vous. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Je vois en fait là, qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on a difficilement accès au clavardage, mais dans le fond, les guides qu'on vous mentionne sont également dans nos ressources là, qui sont liées au défi pouce après pouce. Puis à la fin du webinaire, on va non seulement vous envoyer le lien de la présentation d'aujourd'hui, mais aussi la page web où vous pouvez retrouver toutes les ressources disponibles que je vous mentionne puis que ça vous guide là, dans le choix de végétaux, le choix des aménagements, etc. Donc, on va s'assurer là, que vous avez accès à toutes ces ressources-là, tous ces guides-là. Prends une autre question maintenant. Je souhaiterais aménager une partie de mon stationnement pour ajouter un autre type de revêtement que de l'asphalte. Avez-vous des recommandations? Assurément, on n'est pas des professionnels de l'aménagement de stationnement. Là. On est vraiment dans la perspective de transformer des espaces pour les verdir. Puis, par contre, on peut quand même vous diriger vers le site d'Éco-Habitation qui offre plusieurs bons conseils pour sélectionner des matériaux, des revêtements, qui favorisent l'infiltration de l'eau directement. Encore une fois, là, on va voir si c'est possible de vous partager les liens dans le clavardage, mais sinon, on s'assurera de vous les envoyer par la suite par le courriel qui va vous être envoyé à la toute fin du webinaire. Le site de Éco-Habitation présente là, différents pavages ou différentes façons d'aménager un lot avec une partie qui est plus perméable. On a aussi un autre guide qui s'appelle un Plantes et Cités qui présente différentes façons d'avoir des surfaces qui sont plus perméables, les différentes caractéristiques de chacune, les usages, les exigences d'entretien aussi. Il
Ce que je peux te dire là, pour compléter, par contre, c'est que assurément, c'est quelque chose d'un peu plus technique d'installer des revêtements perméables. Donc, ça va être intéressant de faire peut-être une première recherche, mais ensuite de faire affaire avec des professionnels pour venir s'assurer là, des pentes de vos différents, de comment le stationnement est fait, s'assurer que c'est bien nivelé, qu'il n'y a pas de danger lorsqu'on mettra son véhicule. Donc, à moins que vous ayez déjà des connaissances sur cette question-là, on vous encourage à regarder différentes organisations qui offrent les services pour vous aider à penser cet aménagement-là, faire le choix du revêtement qui est le mieux adapté à votre contexte, puis ensuite à passer à l'action, puis transformer le stationnement lui-même. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, donc je peux vous laisser une dernière petite minute pour voir s'il y a une dernière question. Je pense qu'on arrive donc au bout des questions. Donc, merci encore de votre participation puis de toutes vos questions. C'est très enthousiasmant de voir que vous étiez là avec nous puis que vous avez peut-être un intérêt à participer au concours, mais de manière plus générale à transformer un espace que vous avez qui est minéralisé puis qui pourrait être verdi. Je le mentionne, on va vous envoyer un courriel de suivi avec les outils qui ont été présentés, puis le lien de la présentation sur YouTube. Puis, pour suivre le projet, pour retrouver encore plus d'outils ou de ressources, pour toutes les infos sur le projet Sous les pavés, ben, on vous montre à l'écran. Il y a notre site web souslespavés.ca, puis la page Facebook Sous les pavés qu'on vous invite à suivre. Puis c'est à ces deux endroits-là que vous pourrez trouver toutes les informations pour le défi pouce après pouce si vous souhaitez y participer. Donc, merci encore de votre participation, puis en espérant voir très bientôt vos différentes photos avant-après de vos sites que vous allez avoir déminéralisés et verdis. Merci beaucoup.